Bonjour, l'Institut des métiers existe depuis 1998. Il a été fondé à l'époque de Michel Bon. C'est un instrument de dialogue paritaire entre Orange et les organisations syndicales. Il mène des études sur toutes les évolutions de métiers pour réfléchir ensemble aux évolutions des métiers et des compétences pour une véritable prise de conscience des changements attendus. Les rapports sont effectués par des chercheurs externes à l'entreprise, issus de grandes universités ou de grands centres de recherche, à qui il est laissé une totale liberté de ton. Les rapports se trouvent sur l'intranet. Christian Guibert vous livre son analyse. Bonjour Christian. Bonjour Vincent. Alors, donc, comme tu l'as évoqué, on souhaite avoir ton avis sur la transformation des métiers chez Orange à travers ce qui est fait à l'Institut des métiers dans un premier temps. Ensuite, on parlera des compétences. Mais pour aller très très vite, en fait, ce qu'on voit bien depuis une quinzaine d'années, c'est sous la pression de nouvelles technologies, mais pas seulement sous l'arrivée, en fait, le passage qu'on appelle le passage de l'industrie au serviciel, mais aussi l'élévation du niveau scolaire des gens, etc. On voit bien que le chemin que prennent de plus en plus ces entreprises, c'est responsabilité, transversalité, autonomie, etc. Donc il y a quand même, dans les modèles productifs qui traversent le monde, y compris dans l'industrie automobile, y compris dans la série industrielle, des transformations qui sont quand même des transformations de fond. On passe d'un modèle productif qui était quand même caractérisé par le plan central décliné jusque dans les détails, oui, à quelque chose qui va être de responsabilisation des gens, donc d'organisation beaucoup plus transverse, beaucoup plus coopérante. Ça, c'est le grand mouvement général. Oui. Bien sûr que l'effet de tout ça, particulièrement des technologies, mais aussi tout simplement de cette évolution assez radicale des entreprises, ça va amener des évolutions absolument majeures dans les métiers. Donc, quand on regarde les métiers d'Orange, par exemple, le métier de conseiller client, oui, là, on voit bien qu'il se complexifie considérablement, il se transversalise, et on voit des capacités nouvelles se développer, que ce soit sur le numérique par exemple, que ce soit sur le travail transverse, que ce soit sur la compréhension des usages des clients, etc. C'est plus tout à fait les mêmes travaux que par le passé. Il faut regarder le travail de technicien du UI, c'est pareil, le problème de la relation, le problème d'être capable de comprendre les usages clients, le problème de comprendre la complexité du digital ou du numérique de notre côté, puisque ça transforme tous les process, etc. Bah, c'est pareil, on voit bien qu'il y a énormément de choses qui changent, même sur les métiers du back-office. Les métiers du back-office, ils travaillent de plus en plus sur des données virtuelles, donc de plus en plus, c'est plus tout à fait les mêmes activités, c'est plus tout à fait les mêmes métiers, on voit bien que ça se déplace. C'est ça, on monte quand même en service. Se transforme d'opérateur télécom en opérateur de service. Donc les métiers en sont transformés, avec, on peut supposer, plus d'autonomie et plus pouvoir d'agir sur son métier et sur la façon dont c'est la tendance de toutes les boîtes. Nous, on va clairement vers ça aussi. Oui. C'est la demande du président. Des projets comme ancrage territorial sur la France, ça va clairement vers ça. Après, c'est un problème de construction, ça prendra nécessairement du temps. Le mouvement qui traverse les entreprises nous échappe un peu. Et donc tout le problème, c'est de le comprendre, d'arriver à s'investir dedans et à faire en sorte que les gens ils en soient contributeurs, participants. Oui. On pourrait même dire que c'est une métamorphose. Si on veut que cette entreprise elle passe au service, etc., il faut que ce soit une métamorphose, il faut que ce soit une contribution de tout le monde pour construire l'avenir. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une co-construction et que chacun doit être partie prenante dans le sens ? De fait. Alors à mon avis, il ne faut pas se tromper sur le problème de la co-construction. Il y a la co-construction entre guillemets à caractère qu'on pourrait dire stratégique, au sens où les gens participent aux décisions. Mais la vraie co-construction, elle est dans le travail. Oui. Parce que, en fait, quand vous analysez, bien sûr que c'est des métiers qui évoluent, mais au fond, c'est le travail qui évolue de manière radicale. Et on voit bien, en plus, ça se voit dans beaucoup d'entreprises, que derrière la question du métier, il y a la question du travail et de la qualité du travail. Et ça, c'est très présent. On voit bien que ça apparaît partout. Alors, après un siècle et demi ou 2 siècles de taylorisme et de fordisme, évidemment que c'est pas si simple de reconstruire tout ça. Ouais. Pas seulement pour des raisons de formation ou d'accompagnement, mais aussi de culture des gens. Il y a des gens qui sont habitués à travailler. Donc, du coup, face à ces transformations, on a vu que nous, on était passé d'une description de métier à compétences. Donc, comment ça prend sa place dans ce que tu viens d'évoquer? À partir de la fin du 18e, en fait, on s'oriente vers la rationalisation des entreprises. Oui. Là, à cette époque-là, même encore au courant du 19e, on est dans ce qu'on appelle les métiers. C'est-à-dire que dans un métier, on apprend en permanence dans l'organisation.
et par échange entre pairs, et même tout au long de sa vie, jusqu'à 40 années de carrière, on apprend. Avec le taylorisme et le fordisme, le métier est réduit à la tâche. C'est ça. Vous allez même avoir un contrat social qu'on appelle fordien, qui dit vous faites un travail beaucoup moins intéressant, puisque c'est plus un métier, mais vous aurez, on appelle ça le $5 a day, c'est-à-dire qu'on gagne $5 par jour, donc on peut s'acheter les produits de masse qu'on a contribué à produire. On appelle ça le contrat social fordien. Il est basé sur la tâche. Depuis à peu près une vingtaine d'années, on reparle beaucoup de la compétence. Donc vous voyez, là, il y a métier, tâche, compétence. Il y a un problème de, entre guillemets, d'appellation. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vous l'ai un petit peu esquissé. On voit bien qu'on a divisé le travail de telle manière à ce qu'il devienne une tâche. Et puis que lié à l'apparition du service, du numérique, de la construction de la couche virtuelle du monde, parce que c'est quand même ça la question, bah, on a un nécessaire retour de la nécessité de se servir de l'intelligence des humains. Dans le monde du numérique, il y a des incidents en permanence, c'est ce qu'on appelle le monde de l'aléa. Et donc il faut bien le régler, l'aléa. Et c'est pas les process qui vont le régler. Il se passe un phénomène qui est assez simple à comprendre. Auparavant, quand on pensait business model, chaîne de valeur, process, tâche. Dans le nouveau monde, appelons ça comme ça, on pense business model, chaîne de valeur, compétences et compétences stratégiques, process. Donc on change de paradigme. Là, dans l'ancien système, l'activité humaine est au service du process. Dans le nouveau système, parce qu'il est aléatoire, parce qu'il est plein d'incertains et qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer, eh ben on inverse, tendanciellement. Et donc on se retrouve dans une situation où on parle beaucoup de compétences alors qu'on est toujours encore un peu pris dans l'ancien système de la tâche et de la fiche de poste. Alors on entend l'entreprise nous parler de savoir-être et de savoir-faire parmi ses compétences. Nous, en tant que CFDT, on a quand même un moment, une crainte de dire si on n'arrive pas à trouver une juste proportion sur ce qu'on en attend des gens, parce que le savoir-faire, il interroge une connaissance technique, ou voilà, alors que le savoir-être, il interroge l'être, et que c'est compliqué en termes de risques psychosociaux de se voir renvoyer à soi-même et au fait qu'on ne convient pas à ce qui nous est demandé à un instant donné. Au niveau des compétences molles, voilà. Dans l'histoire, la compétence qui était privilégiée jusqu'il y a encore peu de temps, 20 ou 30 ou 40 ans, c'était que les compétences techniques. Oui. Depuis justement l'arrivée d'Internet, de tout ce qu'on est en train de décrire trop rapidement, il y a une vraie apparition dans l'architecture générale des compétences, de ce qu'on appelle les compétences molles. C'est en même temps une extrêmement bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on sort d'une logique mécanique de rationalisation du travail, qu'on réincorpore dans le travail des activités ou des manières de faire qui n'étaient pas automatiquement ni maîtrisées, ni pris en compte d'ailleurs auparavant. Donc ça, c'est le bon côté de la chose. Tout le problème avec les compétences molles, c'est que vous ne pouvez pas les réguler de la même manière que des compétences dites techniques traditionnelles. Les compétences techniques traditionnelles, vous savez qu'elles renvoient à un certain type de savoir, vous savez le référencer ce savoir-là, vous savez l'évaluer, vous savez le mettre en œuvre. Les compétences molles qui recouvrent deux aspects, ce qu'on appelle le relationnel, le travail transverse qu'on voit apparaître aussi, c'est du relationnel intermétier, mais c'est aussi du relationnel, c'est donc de la compétence molle, ça apparaît. On voit bien que ce sera à l'avenir une nécessité du fonctionnement des organisations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit dans les entreprises ou ailleurs. Par contre, le problème, ça va être comment on va les réguler. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne peut pas avoir une demande, je suis bien sûr que si, mais elle ne peut pas le rationaliser de manière classique. Voilà. Et elle ne peut pas l'évaluer de manière classique. Quand vous regardez en fait l'évolution de la dynamique générale, vous voyez bien que de plus en plus les rapports vont s'agencer entre les gens eux-mêmes. Et donc d'une certaine manière, l'agencement des rapports entre les gens, je suis désolé, mais il faut le leur laisser. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que les gens aient l'impression de devenir des mécaniques aussi, alors que en fait, l'apparition des compétences molles, ça désigne plutôt l'inverse. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est dire, ces compétences, elles doivent être associés à de la confiance, à ce que les collectifs de travail vont réussir à se réguler et ne pas imposer trop de carcans. C'est celle-là la question, derrière. Voilà. La question, c'est la question de la régulation des collectifs de travail. Quand on regarde l'exemple d'avant le XVIIIe siècle, les métiers se régulent eux-mêmes. Bon, ils ont leur propre forme de régulation. C'est ça qu'il faut réinventer en partie. En fait, quand le président nous dit digital et humain, toutes les questions qu'il y a derrière digital et humain, c'est celle-là. C'est-à-dire, en fait, la question qui est posée, c'est comment on sort d'organisations trop mécaniques
et comment on reconstitue l'humain. Et l'humain passe bien sûr par la compétence, par le fait qu'on appelle compétence maintenant, qui s'appelait métier avant, Oui. c'est pas très grave, hein, il suffit de s'entendre, et entendu comme une personne qui a l'initiative, c'est un humain, par nature. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas d'initiative, qui ne peut pas en avoir, c'est quelqu'un de, entre guillemets, déshumanisé. Merci beaucoup Christian pour cet échange.